Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps de Mino. Alors un peu spécial, ce dimanche soir vous le voyez, La Rochelle écrase Clermont 42-3, ça c'est pour le top 14. Mais avant, pour ceux qui nous suivent, parce qu'on a nos ordis ouverts, restez avec nous parce qu'on va suivre la demi-finale des Français à 7 à Los Angeles. Eux ils ont le soleil, nous on est enfermés dans notre studio, mais on est heureux d'être là quand même. Avec eux. Théophile en régie, Paul et Yanis Guillaume avec moi sur le plateau. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Salut, Comment ça va? Voilà, on a tous les ordinateurs ouverts. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de monde, 800 personnes un dimanche soir, c'est beaucoup. L'occasion de saluer Ryan Rebach maintenant. Voilà, l'occasion de saluer Ryan Rebach parce que oui, les Français, alors je suppose, dites-nous dans le chat si vous le suivez en même temps que nous. Si vous suivez en même temps que nous, c'est énorme. Ou si vous ne le suivez pas, ou si vous n'êtes pas en capacité de le suivre, restez avec nous. On va essayer de commenter, d'analyser tout ça. Alors oui, bon, on n'a jamais joué de tournoi de rugby à 7. En tout cas, vous ne m'avez pas donné l'info, messieurs. Moi, je vous le dis, je suis honnête, je ne l'ai jamais fait. Et encore moins à Los Angeles. On a fait du tout. Les pavois du tard dans la J'en ai rivière. fait un à Libourne une fois en cadet, alors, là, rapidement, cadet deuxième année. au cas où, pour les personnes qui ne peuvent pas suivre le match, il y a 12-7 pour les Français. Les Français ont mal débuté, 7-0 pour l'Irlande. Et ensuite, essai d'Antoine Dupont, un petit joueur là, qui s'essaye à 7 depuis 2 semaines. Bon bref, on peut refaire l'histoire. Et essai de Ryan Rebach, si je ne me trompe pas. Juste avant la mi-temps, pas transformé, 12-7 pour les Français. Voilà, et ça, voilà, bien sûr qu'on regarde le match, bien évidemment, j'espère que vous le regardez. C'est sur France TV. France TV, oui, c'est gratuit. Alors, Je fais la réalisation, moi je suis dans les années 2005 là, en termes de. Non, voilà. Donc, pour résumer, les Français sont en demi-finale. Les Françaises, elles, ont perdu malheureusement contre le Canada en demi-finale. Mais voilà, du coup, on va suivre le match, c'est la mi-temps, avec Jérôme Daré qui donne ses consignes. Mais on peut dire qu'on a une opportunité énorme là, de peut-être remporter le tournoi, parce qu'on rappelle que les Irlandais ont éliminé l'Argentine argentin. Et que l'autre demi-finale, c'est Grande-Bretagne-Espagne. Voilà, donc notamment. La France l'a jamais fait. Surtout. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est énorme. Donc effectivement, la possibilité de voir les Français lever le trophée, c'est énorme et c'est très agréable. Alors bien évidemment, une ambiance Sevens là. Ah oui, il y a ambiance Sevens. Mais sur vous les comprendrez. images, chaque image est plus folle que l'une que l'autre. Vous comprendrez que bien évidemment, nous on ne peut pas diffuser le match, vous comprendrez bien. Mais si vous voulez rester avec nous, c'est un grand plaisir. Restez avec nous. Après, on parlera top 14, bien évidemment. Vous le voyez, La Rochelle écrase Clermont. On va parler top 14 de cette 17e journée qui s'est terminée ce dimanche soir avec la large victoire des Rochelais. C'est reparti à la deuxième mi-temps, messieurs. Ouais, c'est reparti. Alors pour ceux qui ne regardent pas, les Français ont le ballon. Et Antoine Dupont a le ballon dans les mains. C'est quand même pas mal. Ouais, en général, c'est rassurant quand t'as un mec comme. Et c'est passé. C'est passé. Eh ben c'est des Français. Moi, je vois pas, c'est tellement mauvais la tête. On a vraiment une mauvaise qualité là. Je suis vraiment largué. Alors moi j'ai la chance d'avoir une bonne connexion. Allez, Paul arriva. Et il y a un message en anglais de très très long. Et là mon accent anglais va pas me permettre de le lire. Je sais pas si Théophile. Faut y aller. Théophile veut santé. Non, ils ont marqué déjà bien évidemment Paulin Riva, le capitaine français, qui marque. Qui marque, voilà, est en retard. France TV est en retard par rapport à Rugby Pass, on nous apprend. Alors là, on va pas déjà commenter la diffusion. Ne spoilez pas juste. Soyez sport, ou en tout cas Vincent ne lit pas si t'es spoilé. Ils ont marqué déjà, oui, Paulin Riva, le capitaine français, ça va faire 19-7 quand même. Les Français, voilà, en finale, monsieur. On y va tout droit. C'est du rugby à 7. C'est du rugby à 7. Oui, c'est vrai que sur deux renvois, sur deux trucs comme ça. Regarde, All Time Point, il est pas si mal, Paul Riva là. Ah, il y a Stéphane Perez qui est aussi. Vas-y, petit quiz, qui est le meilleur marqueur, celui qui a marqué le plus de points pour la France à 7 dans l'histoire? Pareil. Thierry Bourawa. Oui. Merci l'oreillette. Messieurs, il est pas loin derrière, non? Il a pas rattrapé. Oui, là il rattrape Perez là. Les Irlandais ont le ballon actuellement. Alors j'espère que je suis pas trop en retard, je sais pas. Si, là va y avoir assez là. C'est l'Irlande. Et c'est de l'Irlande. Le numéro 10 là qui court vite, qui a failli rattraper Dupont tout à l'heure sur l'essai. Oui, mais il a pas réussi, donc personne ne rattrape Dupont. Il a réussi. Terry Kennedy. Et Raptor64, j'ai pas spoilé. Merci Raptor64. Spoil pas. Centième essai en carrière pour ce monsieur là. On découvre des joueurs, on va pas se mentir. Les Irlandais à 7, on connaît les Français. C'est bien joué là, parce qu'il fait le petit jeu au pied. Et moi je trouve que des fois. Alors c'est un avis tout à fait personnel. Je sais pas si avec j'ai quand même failli tomber. Mais je trouve que des fois on joue pas assez au pied au rugby à 7. Alors que tu vois, des fois, quand les mecs vont vite, un jeu au pied et hop. Au rugby à 7, la possession est tellement importante que je pense que. Typiquement, je te dis que tu as discuté avec Gabin Villiers il y a quelques semaines. Gabin Villiers, j'avais demandé en rigolant un conseil que tu as donné à Antoine Dupont, c'est
s'il utilise le jeu au pied, il faut que ça marque. Il faut que ça marque parce que sinon après tu prends la foudre. Après du coup il fait des passes au pied. Donc pour ceux qui regardent, bien sûr, je sais que c'est spécial là, il y a du monde encore sur le chat. Restez bien, après on va débriefer la coupe du monde, non. Rien le top 14 et aussi parler l'équipe de France qui va au Pays de Galles dimanche prochain. Mais pour l'instant, le corps français parle. 19-12 pour les Français à 4 minutes 20 de la fin du match. Les Français ont la position mais dans leurs 22 mètres. Alors est-ce que vous avez l'info, ce sera à quelle heure la finale là C'est à 3h30 du match. On sera encore là. On sera sur le plateau. On sera encore là. Si vous êtes avec nous. Attention, lancement en difficulté dans notre propre but. Ah ben là les Français sont dans leur but. Oh Zegdar. Oui. Énorme. Jefferson Joseph. Oui. Akadekane lui. Soutien. Et... Oui, mais énorme. C'est énorme. Ça va au bout. Les Français maintenant essaient de 110 mètres. Oh, il joue au pied. C'est bien joué. C'est panache. Oh, j'adore. Il est pas hors jeu. Non, il est parti. Le bon rebond, Zegdar. Zegdar qui joue au Castres Olympique. Antoine Zegdar qui marque. Qui joue au Castres Olympique. Et un petit débriefing de LGM aussi, Paco, t'as trop de chiffres après ton pseudo, t'appelleras Paco dans mon cœur. Un petit débriefing de LGM avec le MVP. Si vous allez regarder la finale, si la France est en finale, si vous allez est-ce qu'il y a des 3h30 du matin qui vont regarder la finale. C'est de Zegdar que par l'action en plus. C'est lui qui fait le crochet dans l'ambit. Et c'est de 110 mètres des Français qui vont reprendre le large du coup. On espère qu'ils vont transformer. C'est un peu c'est au milieu des poteaux, donc ça devrait le faire la transformation, messieurs, dames. Intéressant de noter que du coup, contrairement à Vancouver, Dupont est titulaire du coup maintenant. Oui, et il est sorti là, non? Oui, je crois qu'il est sorti là. Alors Antoine Dupont, mais je pense qu'Antoine Zegdar ou un joueur comme ça a dû le remplacer. Alors pour avoir regardé pas mal il y a un spectateur qui apparemment est supporter de l'Irlande et ne veut plus voir le match. Ou supporter du rugby, ou supporter de la bière en tout cas, parce que je pense que là la journée commence à être c'est Seven. Et Raptor 64 qui bien sûr qu'on va mettre le réveil à 4h30 à 4h. Alors là les Français, on va essayer de décrire parce que c'est Théophile il décrivait, c'est assez compliqué. Parce que je trouve qu'il a beaucoup donné en première mi-temps, il a été sur tous les ballons. Les Français donnent le coup d'envoi parce qu'au rugby à 7 pour ceux qui ne le savent pas, quand tu marques, tu donnes le coup d'envoi, la possession est tellement importante. Donc là les Irlandais ont récupéré avec un plaquage de Zegdar. Et les Irlandais repartent de leur 22 cartes sur les 22 mètres. Faut verrouiller. Là faut réussir les plaquages, attention. Pour Ran Rebat qui fait un bon match. Stéphane Paré qui au grattage. Attention les Irlandais. Alors les Irlandais, excusez-nous si. C'est Grand Didier là qui est là. Excusez-nous les Irlandais, mais pour nous vous êtes des numéros pour l'instant parce que là on peut pas lire les noms. Et on les découvre quasiment. Stéphane Paré, gros plaquage. Les Irlandais ont gagné 30 mètres, mais c'est bien défendu des Français. Ils ont fait rentrer Siltstone, c'est non. Il reste. Pour ceux qui ne suivent pas. Lui va vite là. Lui va vite. Pour ceux qui Jefferson Joseph qui veut peut-être. Non. Faut l'obliger à. Et c'est de l'Irlande. Il reste 2 minutes 10. C'est pas fait. Et les Irlandais vont revenir à 7 points des Français. Attention, si on se met souvent en difficulté on a tendance à. Ward. Paco, je me permets, Paco il dit on a l'honneur de parler de LGM avec un certain monsieur qui est 3ème au général. Je me permets quand même de commenter, je sais pas qui c'est qui est 3ème au général. Toi t'aimes ça te braiser. Là les Français messieurs 7 points d'avance. À 2 minutes de la fin du match. C'est chaud, je suis un peu inquiet parce qu'on a tendance. Oula. Là, dommage qu'on puisse pas tout montrer. Là, il y a un homme qui est en slip. Mettez la double fenêtre, allez voir quand même des images hallucinantes. Une barbe. Ayez les commentaires, nos commentaires, mais un peu d'image quand même. Une barbe qui rendrait jaloux Pitagus Sowakula, qui a joué dimanche soir. Et les Français ont récupéré le ballon, bien sûr, coup d'envoi de l'Irlande. Les Français, ils seraient une passe dans le vide. Ils seraient bien inspirés de marquer les Français, parce qu'ils vont nous faire stresser jusqu'au bout. Il reste 1 minute 20, messieurs, dames. Dans 1 minute 20, si ça reste comme ça, les Français vont en finale du tour à Los Angeles. Stéphane Paré, bien joué. Jefferson Joseph qui est sur l'aile gauche. Faut pas rester enfermé là. Qui revient extérieur au soutien. Attention le grattage. Non, il est pas. Il est plaqueur là. Les Irlandais. Les Irlandais vont récupérer le ballon. Là, faut tenir là. Là, faut les faire marquer en coin. Normalement, on va pas perdre non plus. Faut les faire marquer en coin. Il y a 7 points d'écart, donc même s'ils marquent. Il faut les faire marquer en coin. Oui, aussi. Comme ça, transformation en drop. Ouais, il est gentil quand même. Oui, parce qu'au début, il était plaqueur. Donc les Français, on va pas se mentir, c'est presque la dernière action. 50 secondes à jouer, le temps est arrêté. Ils ont dit on va copier l'Afrique du Sud en quart de finale Coupe du Monde, on va prendre la mêlée face aux Bleus. Les Français ont une mêlée à défendre à 45 mètres de leur en but. Décalé, alors du coup les Irlandais, alors à part qu'ils jouent un petit côté surprenant, mais ils sont à 5. C'est dangereux quand même de demander à 8-9 mètres de la ligne, à 5 mètres. En touche, je pense que c'est plus simple de garder la mêlée que de jouer à la main. Oui, tu peux jouer à la main. La main, souvent, tu joues à la main au Seven. Après, moi je pense qu'ils ont des flèches en fait. T'as vu l'autre qui est revenu sur Dupont. Donc les Français, 5 mètres de la ligne de touche à droite, les Irlandais vont écarter vers la gauche. C'est parti, les Irlandais écartent.
Les Français sont bien passés. Iragua est rentré, il fait des travers. Combine, il revient à l'intérieur, c'est n'importe quoi là. Ah ouais, la combinaison. Les Irlandais ont très mal joué. Les Français ont bien défendu. On fait une faute, Il y a avantage pour les Irlandais déjà. Les Français défendent bien pour l'instant. Encore sur la ligne médiane, les Irlandais. Il faut pas qu'il marque. Il faut qu'il marque en coin. Alors là, ça attaque dans la ligne, passe après contact. Les Irlandais sont encore sur la ligne médiane. Oui, pour l'instant, mais là, il y a un décalage. Il y a un décalage à droite. Zegdar qui va devoir contrôler. Il faut pas qu'il se livre, bien plaqué. Bon plaquage. Zegdar, bon plaquage. Je pense que l'avantage est mort. Pas de faute. J'espère en tout cas. Pas de faute. Il reste 7 secondes. Ils sont sur les 40. C'est la dernière action. La dernière action. Et si les Irlandais marquent, on va en extra time. Donc prolongation. Donc c'est tant mieux pour nous. T'es très fort. On va vibrer. Oh là là. J'aimerais qu'ils en vibrent pas quand même. Pour l'instant, belle défense des Français qui acceptent de perdre du terrain, mais qui. À 40 mètres de attention à la prise de aïe. Oh, bon plaquage. Bon plaquage. Oh, il y a le soutien. C'est peut-être. Le 3. Oh, il est repris par Grand Didier. Ouais. Il a jamais. Zegdar. Oh, attention. Oh là là, les Irlandais sont à 7 mètres de la ligne. Il faut qu'il marque un coin. Il marque un coin. Ah, ça va être. Essaye d'Irlande un coin. Transformation. Alors la France a 2 points d'avance pour l'instant. S'il transforme, ce sera les prolongations. Ouais. Alors c'est Golden Point en plus, prolongation. Oh là là là. Et s'il transforme pas. Elle est pas facile. On va la vivre ensemble. Et Jonathan Sexton qui rentre, t'as raison. Et Sexton qui va nous planter son drop. Bon bah voilà, ça joue là-dessus. Non mais là il est, faut dire il est sur la ligne des 5 hein. Il est derrière la ligne des 5. Et en drop on rappelle. Il a un drop ligne des 5, 26-24 pour les Français. Si l'Irlandais la met. Le maillot de l'Irlande d'ailleurs, faut quand même le préciser. Il a que 33% de réussite sur cette part du terrain. Et c'est raté. C'est raté la France en finale. Les Français vont en finale du tour à Los Angeles. Bravo. Yes. Darrois. C'est bien ça. Non, Dardis. Et en plus, il y a Rapto64, j'avais vu le commentaire, j'espère qu'ils ont pas regardé, qui avait dit il y a 1 minute au moins, désolé, là je spoil, mais c'est fini. Avec les drapeaux français. Ouais, donc j'avais compris que c'était fini, que c'était gagné. Donc on n'a pas les droits et en plus on est en retard. Mais dis donc. En fait, ah, mais c'était un match de poule, on s'est trompé de match. Ah, c'est la rediffusion d'hier. Bon, les Français sont en finale du tournoi de Los Angeles, c'est quand même exceptionnel. Je sais, franchement, j'ai pas l'info depuis quand. Je crois que c'était à Nouvelle-Zélande. On n'a pas eu une l'année dernière ? Il me semble, c'était à Nouvelle-Zélande. Oui, on perd face à la Nouvelle-Zélande. Alors, on va peut-être parler pro. 2 secondes, mais j'hésite à re-envoyer une petite alerte là. Les Français sont en finale. Oui, vas-y. Oui, il faut. J'ai peur que ça passe beaucoup sur une vidéo, quoi. Sur une émission. J'ai peur que. J'ai pas eu de réponse de. Alors, du coup, la deuxième demi-finale. Demi-saut. La deuxième demi-finale, c'est Grande-Bretagne-Espagne. On va pas la vivre comme celle des Français, mais on vous tiendra au courant. Je vous tiendrai au courant pour savoir. 2 adversaires qui sont a priori largement abordables pour l'équipe de France. Pas largement peut-être, mais. Non, mais sur le papier, oui. Il faut savoir, la Grande-Bretagne, ils ont joué 3 fois, ils ont gagné 3 fois. Ils avaient joué un match amical avant le tournoi de Vancouver, ils les ont gagnés. À la Grande-Bretagne, ce serait très très dur. Alors, rappelle, je regardais juste l'heure de la finale, ouais, c'est ça. La finale, c'est 3h32. 3h23, il y a Aniatio 1 qui nous dit 3h23. Bon, bah là, j'ai 3h32. Mais... Après, est-ce que peut-être toi, t'es sur HSBC ? Parce qu'attention, parce que c'était 23h08, mais ça c'était un peu décalé de 2-3 minutes. Et il suffit d'un extra time et tout se décale. Bon, bref. Et sur Ibirama. Oui, il faut aller sur Ibirama, bien évidemment. Sur Ibirama, ça y est. 3h23 la finale. Bon, en tout cas, les Français, Antoine Dupont, les Français, voilà, c'est énorme. Enfin, quand même. Bravo aux finisseurs qui ont défendu. Oui, c'est vrai. C'est quand même. Alors, je sais pas, je suis pas un grand. Je n'irai pas dire qu'il y a un effet Dupont, même si certains le diront, ils auraient peut-être raison. Mais les Français galéraient quand même. Cette saison. Médaille de bronze. Bon, Antoine Dupont, en tout cas, on va dire une nouvelle page est ouverte. C'est un joli pied de nez à tous ceux qui disaient qu'il aurait peut-être du mal à s'adapter. Une nouvelle page est ouverte. Et du coup, médaille de bronze. Et là, minimum médaille d'argent. Donc on fait mieux que la semaine dernière. Je bois un coup. Ouais, vas-y. Oui, mais il apporte indéniablement quelque chose. Quand tu vois qu'il marque l'essai là et qui permet à l'équipe de France de réagir tout de suite en traversant le terrain, c'est un truc Antoine Duponesque. Ouais, c'est ça. Antoine Duponesque et qui nous fait plaisir, qui prouve qu'il est. Et puis tu vois, mine de rien, tu vois le monde qu'il y a sur le Live France TV et tout, ça permet d'ouvrir aussi ce sport. Oui, bien sûr. Avant les JO. Il y a Albas, allez top 14, vous avez envie de parler top 14. Allez. Vous avez envie de parler top 14. On y arrive, regarde, il y a le bandeau déjà. Vous inquiétez pas, oui, bon le bandeau il est là depuis le début. Donc... Ah ouais. Le bandeau il a mis qu'on parle top 14 depuis la première seconde de l'émission. Non mais c'est tant mieux. Donc messieurs, on va commencer bien sûr top 14, on va se lancer, hein. On a vécu cette demi-finale, on voulait un peu la vivre avec vous et sur le plateau, c'est toujours agréable. C'était pas le seul match du soir, ouais. C'était pas le seul match du soir. On a vécu un d'abord. Ben les Françaises. Oui, mais on a vécu un top 14 aussi.
De quoi? Ah oui, bien évidemment, La Rochelle, bien évidemment. Messieurs, La Rochelle-Clermont, du coup, La Rochelle écrase Clermont ce dimanche soir. 42-3, 6 essais marqués, 6 transformations de monsieur Antoine Astoy qui va rejoindre le 15 de France pour préparer le déplacement au Pays de Galles, je le rappelle. La Rochelle qui revient aux portes à 1 point, on va dire aux portes, oui, mais à 1 point du coup, en parlant un peu, en faisant les comptables, des 6 premières places. Je rappelle que La Rochelle n'a jamais été dans le top 6 depuis le début de la saison, c'est quand même une statistique assez folle. Ouais. Et du coup, messieurs, Paul, La Rochelle, qui a tout écrasé sur son passage. Les Clermontois n'ont rien fait pour lutter, on a l'impression, face à ces Rochelais, mais les Rochelais ont fait ce qu'il fallait, ont de suite pris le large, 28-3 à la mi-temps, ça a géré ensuite en seconde, et ça se rassure, donc c'est à mieux. Ouais, c'est tant mieux. En fait, c'est difficile de voir un peu la saison de La Rochelle. Parce que sur plein d'indicateurs, ils ne sont pas non plus complètement en retard. Et notamment en défense, où c'est la deuxième meilleure défense du championnat. C'était surtout en attaque que ça peinait depuis le début de la saison. Je crois la deuxième pire attaque du top 14. Et là, ce soir, ils ont réglé tous les problèmes. Ils ont montré même... ils ont fait des beaux mouvements. Ils ont fait une première mi-temps avec leur style habituel, avec de la puissance, mais ils ont aussi essayé d'aller vite chercher les extérieurs en tentant des passes dans le dos. Il y a eu beaucoup de tentatives rochelaises et je trouve ça intéressant pour la suite parce que ça montre que La Rochelle, au final, s'il continue comme ça va être un peu chiant de les jouer sur cette fin de saison, je pense quand même. Surtout que les Rochelais reçoivent encore la semaine prochaine. Alors ils sont déplacés 2 fois avant, donc c'est un peu normal. Au bout d'un moment, on peut pas que se déplacer. Il y a Théophile qui fait des grands gestes parce qu'apparemment, faut pas taper sur la table. Ouais. Je vous le dis, on est tous un peu fautifs, mais au cas où, pour que l'émission se passe mieux, que Théophile ne nous tape pas en sortant. Mais c'est vrai que La Rochelle, ils reçoivent le Stade Français, qui est leader. On va en parler un peu plus tard, mais qui est leader à égalité avec le Stade Toulousain, mais leader parce qu'ils ont gagné Toulouse. Mais c'est vrai que ce La Rochelle, Yanis, il y a des joueurs qui ont assumé leur statut surtout. Ouais. Je parle de Colombe, qui est un peu un des hommes à la mode actuellement, parce qu'après avec le 15 de France, qui a un coup à jouer quand même en remplacement de Winnie Antonio au Pays de Galles. Antoine Astoy a très bien joué, Théi Thomas a fait un gros match, Brie a fait un énorme match. C'est un peu les cadres aussi qui ont porté ces Rochelais vers une si large victoire. Ouais, les cadres et puis même les hommes en forme de la saison qui ont aussi assumé, à l'image de Cancorier qui fait encore un très très bon match. Tanga, il a beaucoup avancé. C'est vrai que c'est un tout. On a eu peur au tout début quand même avec ces 2 mêlées. On s'est dit le pauvre Pinverne va peut-être vivre un calvaire face à Slimani. Et au final, il s'est même plutôt bien repris. Il gagne un bras cassé par la suite. Oui, et puis il a su contrôler, on va dire, un déficit qu'il y avait peut-être au début du match. Et ouais, les cadres Rochelais, Brice Dulin était vraiment impressionnant pour être très franc, même plus que Colombe, même si Colombe a fait un très gros match. Brice Dulin a vraiment fait un match d'international. À un moment où on se pose la question de qui on va être derrière si on met Thomas Ramos en 10. Bon, c'est peut-être terminé l'histoire de Brice Dulin avec l'équipe de France. Mais il prouve qu'il a encore le niveau en tout cas pour être sur des matchs internationaux, des matchs de très grande classe. Sur son 50-22 où il arrive à tourner son bassin à 90 degrés pour tromper tout le monde, c'est la très grande classe. Il a une façon de quadriller le terrain, je trouve, dans la lecture de jeu, etc. Dans un début de match qui était assez, comme tu l'as dit, où ça s'est beaucoup renvoyé la balle, où il y avait un peu un jeu de domination. Et Boboul et Urios, quand ils ont été interviewés par nos confrères de Canal, ils ont eu le même constat, quoi. On est en train d'un côté de gagner la bataille du jeu au pied. Urios disait on est en train de perdre la bataille du jeu au pied et ça va déterminer un peu la suite de la partie. Et c'est vrai que la force pour Clermont, à force d'être toujours dans ton camp, à subir un peu les assauts et à pas réussir à sortir de ton camp, tu subis la pression et au final tu finis par perdre confiance et par subir et par prendre des essais, quoi. Parce que surtout qu'Astoy a plutôt été libéré sur les jeux au pied par Kerbarlow d'abord sur des petits trains-trains comme on voit souvent en top 14 et par Brice Dulin qui a une particularité, c'est que son jeu au pied est quand même assez tendu et il arrive à en faire une force maintenant pour surprendre puisque ça va automatiquement plus vite et c'est plus difficile à lire pour les adversaires. Alors c'est plus dangereux aussi parce que c'est plus compliqué à réaliser et que des fois tu peux te trouver. Mais c'est une qualité qui est assez, je trouve, rare, peut-être dans ce rugby-là. Qui fait sa spécificité, quoi. Et puis, le qui fait, il est énorme. Oui, et puis même, je trouve qu'il est très constant parce qu'il a touché beaucoup de ballons. Et dans un match où
où tu dois beaucoup faire de choses, tu vois. Il se trompe pas, il se trompe peut-être une fois et encore, j'ai même pas, tu vois, il fait aucun mauvais choix. Et à un moment donné où il essaie peut-être de relancer, il se fait un peu coffrer le ballon, mais sinon que ça soit sa façon de trouver ses partenaires, il allonge bien sa passe pour Thomas à un moment donné qui gagne son 1 contre 1. Il a offert un essai à Théo Thomas aussi. Voilà. il a régalé les copains. Il est bien, il est parfait sous les ballons, il est parfait. Non, franchement, il fait un match complet, un match comme tu l'as dit d'international. À une période où peut-être des fois on se cherche des leaders. Lui en tout cas est le leader de La Rochelle et ce soir ils en avaient bien besoin. C'est vrai que Wonderfly le rappelle, Thomas sorti blessé bien évidemment. Preneur de la soirée, preneur de la carrière de Théo Thomas malheureusement. C'est un claquage, j'avoue qu'on a un peu raté ce moment. Alors on l'a vu sortir et après on l'a vu un ralenti. En direct on n'aurait pas eu de doute. Est-ce que c'est un claquage vraiment Qu'est-ce qui s'est fait? Je pense qu'il c'est assez dommage. Il a le coup de poignard à la cuisse, c'est jamais bon signe. Non mais c'est chiant pour lui parce que c'est vrai que il faisait un bon match, il faisait un très bon match Théo Thomas. Moi je le trouvais de plus en plus décisif sur l'essai de Favre. Et tranchant dans son 1 contre 1, tranchant en défense. Je trouve qu'il a beaucoup progressé cette saison. Et Dieu sait qu'on l'a un peu des fois pointé du doigt là-dessus. Et là, il s'est montré en début de match. Il fait un beau retour défensif. Non, il a fait une belle partie. Et là, c'est dommage qu'encore une fois, son corps le lâche un peu. J'espère que c'est pas trop grave pour lui et qu'il pourra vite revenir. Quoi. Mais tu vois, en plus, pour le coup, on a beaucoup critiqué La Rochelle cette saison. Pour le fait, on voit jamais les ailiers, ça écarte jamais les ballons. D'ailleurs, bon, les stats allaient dans ce sens, puisque La Rochelle était la pire attaque de Stop 14, je crois. En tout cas, en termes d'essais marqués, c'est sûr. Et là, finalement, Leeds et Thomas, on les a beaucoup vus. Dulin qui est derrière, on l'a beaucoup vu aussi. C'est peut-être aussi ça, un petit signe de renouveau et de ce qui marche mieux à La Rochelle. Non, et puis les porteurs ont été présents. Et moi ce que j'aime bien dans le jeu de La Rochelle, c'est un peu à l'image des fois de l'Irlande aussi, c'est que la solution de la troisième ligne, il y a toujours une solution et du coup la défense est vraiment des fois peur. Tu vois, et c'est notamment le choix de Seteni au début de match qui fait un geste magnifique. Oui, une passe aveugle où il y a vraiment le Tanga qui arrive bien lancé, mais il a aussi une solution dans le dos avec Dulin ou je sais pas qui. Et du coup, il y a toujours cette incertitude. Est-ce qu'ils vont chercher la ligne d'avantage avec des porteurs puissants ou est-ce qu'ils vont jouer dans le dos? Et ça, ils l'ont fait plein de fois. Et du coup, la défense clermontoise, elle y était plus et savait plus comment défendre et sur qui défendre. Et voilà, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'essais aussi. Quoi. Ouais, solutions. Un mot, messieurs, sur Clermont, qui quand même, il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire rien à retenir de ce match. Il y a quelques mêlées au début, avec Slimani qui avait pris le dessus sur Pinverne, le jeune pilier Rochelet, mais ensuite, dans le jeu, en termes d'indiscipline, en termes de touche ça a été un cauchemar. C'est dur quand même pour Clermont tu t'inclines contre Toulouse qui avait quand même, certes, la formation toulousaine, on l'inventera toujours, ça reste des bons joueurs, mais qui avait fait tourner, ou qui avait une équipe très rajeunie. Là, t'en prends 40 à La Rochelle. C'est pour une équipe qui vise quand même le top 6, c'est dur quand même. Au bout d'un moment, faut. Non, moi j'étais très déçu. Je pensais que, à l'image de leur début de match, je pensais qu'ils allaient faire un gros match dans le combat. De toute façon, quand tu joues La Rochelle, tu es obligé de répondre dans le combat. Montpellier l'avait bien fait pendant une grosse heure. Et là, je pensais qu'ils allaient, au moins, après leur défaite encore, qu'ils allaient vraiment répondre présent là-dessus. Et ils ont tenu 15 minutes. Et après, ils ont complètement explosé, ils ont un peu lâché, quoi. Parce que quand tu commences à prendre autant d'essais, c'est que tu as lâché aussi dans la tête. Et c'est ça qui est peut-être même inquiétant pour Clermont, c'est qu'ils ont lâché assez vite dans la partie. Donc à voir dans les semaines à venir, mais ouais, il n'y a rien à retenir de ce match. C'est compliqué. Ça rigolait là, t'es Clermontois. Même nous à la 50e, on se disait le match il a plus d'intérêt là. Et t'as l'impression qu'il y avait zéro rébellion et c'est ça qui fait quand même assez peur. Ouais, après il y a des matchs comme ça. Non mais quand t'as pris une petite claque quand même, ou une grosse claque à la maison par beaucoup de mecs, c'est des espoirs de Toulouse quoi, on va dire pour caricaturer. Tu te dois d'avoir une rébellion au moins physique, au moins tu te donnes sur le terrain, tu lâches pas, je sais pas, t'as une revanche à prendre sur toi-même quoi. Et cette rébellion on l'a pas eu et c'est ça qui est inquiétant je pense pour les Clermontois, c'est ce manque de caractère qui est pas possible juste pour une équipe qui vise le top 6. Ouais, c'est vrai. Si tu veux viser le top 6, il faut du caractère. Ouais, je m'attendais pas à ça, je sais pas si vous, mais quand même. Et pas clairement large. Dans l'engagement cette saison, tu savais qu'il leur manquait quelques joueurs. Surtout qu'ils ont des mecs pour faire la guerre. Ouais, mais tu sentais qu'il leur manquait quelques joueurs comme Moala, Fritz Lee, Newsom qui sont quand même importants. Oui. Mais de là, un match aussi peu serré, aussi déséquilibré à la fin, c'est surprenant, mais dans le mauvais sens pour les Clermontois. Beaucoup de secteurs qui ont sous-performé. Alors, on a parlé du jeu au pied, tu as évoqué la touche. Donc, on peut aussi évoquer à la fin de match la mêlée. Il y a beaucoup de secteurs qui aujourd'hui sont pas satisfaisants. L'animation.
Benjamin Ordapieta fait 2 très bonnes minutes. C'est vrai que c'est incompétent. Il y a un commentaire, alors j'ai pas la réponse, Raptos qui dit après la semaine extrasportive a dû beaucoup peser, entre l'incendie au centre d'entraînement où ils ont dû s'adapter, Aliveri Tiraka, l'affaire. C'est sûr, mais tu peux toujours avoir des excuses, mais au moins, en tout cas, on a tous aussi joué au rugby. D'autres diront que ça aurait pu les galvaniser. Et voilà, et à un moment donné aussi, même si t'as vécu une semaine difficile, même si tu vas pas forcément briller dans ton jeu, tu peux au moins montrer de l'engagement, montrer tu vois, les fameuses valeurs de solidarité, de tout ça. On n'a pas trop vu ça ce soir avec Clermont, il faut être clair. On n'a pas vu, il n'y a pas eu de prise de parole, il a manqué de leader, il a manqué de vaillance un petit peu, malheureusement. Et je pense que Christophe Furios en est très conscient. Et je pense qu'on n'a pas encore eu ses réactions, mais je pense qu'il en est conscient et il l'a dit lui-même. Donc, ouais, Clermont qui reçoit Oyonnax et Pau. Les 2 prochains matchs, donc là, il faut en perdre aucun des deux, sinon le top 6, je pense que ce sera fini. Actuellement, après 17 journées, ils sont à 5 points de Toulon qui est 5ème, pas non plus insurmontable, et à 4 points de Racing, Pau, La Rochelle, le triplé. De réception, Clermont. Qui est 3, ouais, et Oyonnax, qui est lanterne rouge, qui a pris un gros coup sur la carafe ce week-end à la défaite contre Montpellier à la maison, qui a 8 points de Perpignan, le 13ème. Donc tu peux imaginer que sur le papier, tu dois t'imposer. Et Pau, du coup, qui sera un concurrent au top 6, et Pau, rapidement, qui reçoit Bayonne en plus de la semaine prochaine, donc sur le favori sur le papier, donc il pourrait avoir des points d'avance sur toi. Ok, on va passer à l'ovation du middle cette semaine. Il y en a 2, on va dire 2 clubs dans le même bateau, et un bateau qui file vers Bordeaux et les demi-finales. C'est le Stade Toulousain et le Stade Français qui sont imposés, qui ont pris 5 points ce week-end et qui se sont envolés très clairement 10 points d'avance sur la 3e place occupée par l'UBB. Donc voilà, Paris-Toulouse, force vers la demi, le jingle et on en parle tout de suite. Donc Paris-Toulouse fonce vers les demi, fonce vers Bordeaux, puisque voilà, le Stade Toulousain s'est imposé 33-6 contre Castres. Du coup, le Stade Français s'est imposé contre Pau. Alors j'ai plus le score en tête. Je vais vous le dire tout de suite. 25-12, 4 essais à 0 pour le Stade Français. Ouais. Un match pas maîtrisé de bout en bout des Parisiens. Mais messieurs, surtout 10 points d'avance sur la 3e place à 9 journées de la fin. On ne voit pas comment ces 2 équipes n'iront pas directement en demi-finale à l'issue de la phase régulière. 2 équipes, paradoxalement, une qui devrait souffrir des doublons et l'autre en profiter. Bon, il y en a une qui en a vraiment profité, le Stade Français. Et l'autre aussi, finalement, Toulouse. Je crois que Toulouse fait 18 sur... non, attends, plus. 23 sur 25. 23 sur 18 sur 20, et là, du coup... 23 sur 25. 23 sur 25. Pas mal. C'est incroyable quand tu sais que c'est le principal pourvoyeur de talent en équipe de France. Et là, contre Castres, ça a été un peu une démonstration avec aussi les retours de Meafou et Flamand qui ont été très précieux. Encore un Barassi en très grande forme. Et puis face à une équipe de Castres qui, au final, aura lutté en vain contre un Toulouse aussi létal, puisque Castres a eu des occasions quand même, mais a été plusieurs fois derrière la ligne sans pouvoir marquer. Mais Toulouse est létal et Toulouse reste Toulouse. Sur des matchs comme ça, c'est impressionnant de voir la confiance qui émane de cette équipe et ce que ça peut donner. Au final, ça donne encore une victoire. Et donc, tu l'as dit, il se décroche au classement pour prendre une bonne option en demi-finale. Personne n'en doutait, je pense, en début de saison. Mais aussi largement quand même. Confirme son statut. Parce qu'on se rappelle, alors il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais c'est l'année Coupe du Monde, tu vois, où il te manquait quand même quelques mecs au début de la saison. Là, 10 points d'avance, c'est rare quand même. On était habitué à que ça lutte un peu jusqu'au bout. Là, on se dit, mais si les deux font pas de grosses bêtises à domicile et arrivent un coup à l'extérieur, ça sera fini. T'as l'impression que tu fais tout le temps des découvertes en plus. T'as tout le temps de nouveaux mecs qui éclosent. T'as tout le temps un super jeune qui devient top joueur de top 14 dans 2 ans. C'est la stratégie après du club aussi qui marche bien depuis plusieurs années. Il faut le louer. Oui, il faut le louer. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'ils se contentent pas d'avoir des super internationaux. Ils vont aussi se montrer précieux dans la formation, donner aussi sa chance à plein d'autres joueurs, recruter, mais un bon recrutement qui est visé sur certains postes qui peuvent être aussi en difficulté quand il y a des doublons. Et je trouve ça et ça marche. Et après, il y a aussi une certaine euphorie du moment où tout fonctionne, où ça joue très bien, voilà, parce que c'est vrai qu'on met Paris et Toulouse un peu à égalité, même si au classement c'est les 2 premiers, mais Paris, tu sens quand même que c'est pas la même chose non plus, quoi. T'as l'impression qu'ils font, voilà, tu sens qu'ils font un peu la même saison que les dernières, mais en mieux.
c'est-à-dire avec plus de points au compteur, mais c'est pas non plus, on en parlait même à la rédaction, c'est pas l'équipe qui nous impressionne le plus non, mais ça gagne. en championnat. Mais ça gagne et c'est important de prendre des points. Mais c'est vrai qu'à côté de Toulouse qui impressionne et vraiment on se dit mais c'est difficile de battre cette équipe. Et moi j'ai une autre question, c'est que quand une équipe fonctionne aussi bien, tu vois, quand les internationaux vont revenir, il va falloir aussi gérer ça. Non mais bien gérer ça pour pas aussi trop frustrer des mecs. Oui. Je pense que Kalungour va pas gueuler parce on va pas se mentir. Oui. Toulouse, ils ont déjà utilisé 52 joueurs depuis le début de la saison, ce qui est absolument colossal. Et 52 joueurs. 8 capitaines ou 6 capitaines. Voilà, là, mais il y en a beaucoup parce que tu es obligé de tourner, parce que tu as des mecs qui partent. Là, regarde, en fait, à Toulouse, dès que tu as un mec qui est en forme aussi, tu as l'impression que voilà, il part à l'équipe de France. Tu vois, Barassi, voilà, 2 gros matchs, ça part à l'équipe de France. Certes, il y a la suspension d'Anti, mais bon, il était déjà pas très loin. Mais c'est surtout que va arriver la Champions Cup, où tu vas avoir des gros matchs, où tu vas mettre ton équipe type. Donc en top 14 aussi, il y a des matchs à l'extérieur, tu pourras compter sur l'équipe que tu avais à Clermont et tout. En fait, tu vois jamais Toulouse prendre 40 points, quoi. Quelle que soit l'équipe, ça joue toujours bien. Donc tu vois, tous ces mecs-là vont faire qu'un pour aller au bout, peut-être encore comme l'année dernière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, il y aura une équipe pour les phases finales, bien évidemment. Et on se doute bien que les Thomas Ramos, François Cross, tous, il y a demain la finale à jouer. Les doublons, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils seront dans la caisse et c'est bien normal. Mais la Mais gestion, même si c'est Toulouse, dans la gestion aussi des hommes, etc. Je dis pas que oui, internationaux, mais tu vois. Problème de riche, mais voilà. c'est vrai que c'est un truc à gérer. Parce que c'est vrai que des fois, il y a eu des saisons quand même où les doublons se passaient un petit peu moins bien pour Toulouse. Beaucoup moins bien, oui. Et les internationaux arrivaient, bon, et c'était un peu les sauveurs, on les retrouve et tout. Et du coup, c'est vrai que voilà, ils retrouvaient aussi des couleurs, les internationaux. Là, ils ont fait le travail, ils ont fait le taf, comme on dit. Et c'est vrai que c'est bien à voir et c'est sympa à voir jouer, quoi. C'est vrai que là où je vous rejoins, la différence avec le Stade Français, c'est que Toulouse, t'as l'impression qu'ils sont tout le temps sereins. Le Stade Français, il y a quand même eu plusieurs moments dans que ce soit dans leur match ou dans leur saison, où tu peux douter de leur capacité et au final ils s'en sortent toujours. Il y a eu les problèmes extrasportifs avec notamment Abel Köfner ou récemment l'histoire avec Karim Ghezal qui n'a au final pas tant entaché que ça le côté sportif au Stade Français. Abel Köfner est même revenu dans le groupe et fait plutôt des bonnes performances. T'as des matchs comme à Bordeaux où en fait t'es dominé mais tu vas gagner sur une interception à 78e de Stéphane Ahmed. Et là contre Pau pareil, première mi-temps t'es quand même bien dominé, tu touches pas le ballon et tu t'en sors par du réalisme quoi. Et on a l'impression un peu par la fébrilité de Palois. Le fil aussi. Tu profites aussi de plus de choses je pense. T'es plus opportuniste que Toulouse. J'ai l'impression. Après, c'est avant des grandes équipes aussi, de toujours. Bien sûr. Alors, c'est pas du tout un défaut pour moi. C'est pas un défaut pour moi. C'est aussi ce qu'il faut faire pour viser. Tu vois, clairement, on parle du manque de caractère, du manque de confiance. Le Stade Français aussi un peu de confiance et aussi un peu de caractère pour aller chercher au bon moment ce qu'il faut pour gagner les matchs. Oui, puis le staff a eu la lucidité. On a toujours aussi tendance à dire que des fois, faire dans la simplicité, c'est pas forcément négatif. Et moi, je trouve que ce staff-là a eu la lucidité aussi de se dire il faut d'abord qu'on maîtrise bien nos fondamentaux. On va pas forcément révolutionner le rugby, mais avec aussi un Ghezal, on connaît son talent et ses capacités dans la conquête, Labic qui a ses idées aussi. Et je trouve que c'est une équipe qui est costaud, sereine, à défaut de non plus être transcendante. Ils font les choses bien et ça gagne. Et en plus, ils ont la confiance là parce que voilà. Après, ils ont gagné aussi des bons matchs, je trouve. Il y a eu des moments dans la saison clés où ils ont réussi à gagner ces matchs-là. Où tu prends de la confiance, par exemple c'est le Racing, mais alors le Racing c'est pareil, je vais te dire qu'il profite aussi un peu des doublons pour le Racing. Oui, non, c'est vrai, mais bon, il y a toujours un moment où, parce que le Stade Français a aussi souffert les autres années de l'absence de Macalou parfois, et là Macalou est là, bon, il met un doublé contre Pau en étant le meilleur joueur du match. Forcément, c'est des choses qui t'apportent que n'ont pas forcément certaines autres équipes. Après, il faut souligner que le Stade Français a vraiment une belle densité de pack et une conquête qui encore une fois marche bien. Très solide. Ah oui, il a la conquête, mais c'est la point fort un peu du Stade Français depuis des mois. Oui, bien sûr. On parlait de Laurent Saint-Péry qui est aujourd'hui en équipe de France, qui avait construit la meilleure mêlée top 14. C'est un peu sur ça où il s'appuie. En tout cas, les deux équipes marchent bien. Et semaine prochaine, déplacement à La Rochelle pour le Stade Français. Donc là, gros test. Toulouse, je l'ai regardé en plus, je l'avais marqué. Après, les Stades Français, c'est aussi offert le droit d'avoir au moins un match. Voilà, ils ont plusieurs jokers devant eux. Surtout que le Stade Français, plus de Coupe d'Europe. Les fenêtres Coupe d'Europe de 3 semaines. Tu vois là, La Rochelle, mais tu vas mettre l'équipe type parce qu'après, il y a une semaine de pause. Donc une semaine de pause. Après, ça va jouer Coupe d'Europe. Donc 3 semaines de pause, tu peux aussi profiter de ça. Alors certes,
Il y a eu des défaites en Champions Cup et des lourdes défaites. Mais aujourd'hui, Stade Français, il est fait de Kifisos, ils peuvent vraiment très bien gérer. Et du coup, Toulouse va à Perpignan, bien évidemment. J'avais regardé. Toulouse va à Perpignan le samedi à 21h. Messieurs, on va passer. Hop, attendez, je vais regarder, vous savez quoi ? Oui. Je regardais l'adversaire de l'équipe de France à 7. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, l'équipe de France à 7 est en finale. Hop. Après la victoire face à l'Irlande, hein, bien sûr. Oui. De 2 petits points qui font le bonheur. Bah, vous étiez avec nous là. Oui, heureusement que cette transformation n'est pas passée. Oui, après, tu nous l'avais prévenu, tu lui avais donné son taux de réussite. Ouais, c'était pas très élevé, donc bon, généralement. Tu vois, ça fait partie d'une bonne défense aussi, de savoir faire marquer en coin, se savoir battu, mais tout faire pour que. Alors, ouais, Théophile me l'a dit, je suis tombé dessus, c'est pas fini encore. Il y a 10-7 pour la Grande-Bretagne contre l'Espagne. Apparemment, il reste quelques secondes, mais l'Espagne a marqué là, donc peut-être que l'Espagne a le ballon, je sais pas. Donc à voir, je regarderai. C'est fini, Raptos, c'est la Grande-Bretagne. Donc, on a déjà. France-Grande-Bretagne. Voilà. Un crunch avant l'heure. Qu'on a déjà battu en fait. On a déjà battu en phase de poule. Sur un match galère, j'avais regardé en direct, j'ai eu la chance, c'est un peu en direct. C'était un peu galère quand la Grande-Bretagne. Vers 3h30, c'est ça hein 3h30. Ouais, c'est ça. Par là. Contre j'ai pas l'heure exacte, mais c'est par là. Contre la Grande-Bretagne. Messieurs, on va passer au joint de bunker avec du coup le Racing. Le Racing 92 qui s'enfonce un peu. Voilà, le Racing 92, jingle, on en parle tout de suite. Voilà, le 0 pointé du Racing, parce que oui, le Racing s'est incliné 21-5 ce samedi soir à Chabannes-Delmas contre... Au bout de 5 fautes, tu prends un jaune, hein. Donc là, 5 défaites, ah oui, là, c'est jaune bunker. Là, c'est jaune bunker. Ouais, le Racing 92 qui vit actuellement un cauchemar, puisque c'est une série de 5 défaites, si je dis pas de bêtises. Oui, dans 3 domiciles. Donc 3 à domicile, mais 5 défaites où il y a 0 points. Ils ont pris 0 points depuis 5 journées, le Racing 92, avec notamment les lourdes défaites contre Montpellier à la maison, la défaite contre Stade Français, là à Bordeaux. Il y en a eu d'autres, j'avais regardé. Toulouse à la maison. Toulouse à la maison et Perpignan. Perpignan, 26-5. Oui, bon, en tout cas, le Racing 92 est sorti du top 6. Comment, parce qu'il y a les doublons, bon, il y a le Garec, mais Gilbert était là contre Bordeaux. Comment le Racing peut inverser la tendance ? Fico aussi. Fico est pas là, mais comment tu te dis, ce Racing-là qui est... Certes, il y a de très gros joueurs qui sont au tournoi, qui sont protégés, notamment le Garec qui était le meilleur Racingman, et on le voit encore un peu plus aujourd'hui depuis le début de la saison. Mais bon, ils vont pas recevoir 9 joueurs non plus à la fin du tournoi. Comment le Racing peut inverser la tendance ? Après, on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur, mais des fois aussi des prises de parole à l'intérieur du groupe, ça peut aussi faire du bien pour que tout le monde comprenne bien la situation. On a l'impression que cette crise a quand même été un peu... on n'en a pas forcément parlé. Lancaster, il a eu du mal à dire que ça allait pas. Il a dit que j'étais un peu déçu, etc. Mais tu te dis toujours, bon, ils vont gagner un match à domicile, mais au final, ça commence à s'enchaîner. Tu vois pas de réaction. Il y a même pas, comme tu l'as dit, un bon petit point de bonus récupéré où tu te dis, bon voilà, il y a eu un gros match de fait à tes souhaits. Il fait n'importe quoi. Désolé, j'ai fait n'importe quoi. C'est l'émotion de la victoire française. Ça a le mérite. Il y a Théophile qui a besoin de se lever pour aller dans le truc. Ça a le mérite de réveiller Théophile dans la régie. Oui, voilà. Ah, il est réactif. Ça va dormir. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on a du mal à se demander comment cette équipe va pouvoir se rattraper. Est-ce que cette équipe a assez de ressources aussi, même pour se rattraper, assez de caractère ? C'est vrai que... on est inquiet, mais j'ai l'impression que les années passent et c'est un peu toujours pareil au Racing, quoi. Bah ouais, c'est un peu toujours les mêmes mais mots, quoi. Ils étaient premiers. Ouais, ils étaient premiers, mais avec déjà à l'époque, on l'avait dit, des matchs où ils étaient capables de passer à côté, face à La Rochelle notamment, où ils font un gros début de match et puis après ils explosent. Enfin, ils s'arrêtent de jouer. Et c'est vrai qu'ils avaient des trous d'air. Sauf que là, le trou d'air, il dure 80 minutes. Je vais être un peu chiant. Exprès un peu provoque, mais ce qui manque au Racing, qui fait la force du Racing depuis aussi des années, c'est la créativité. Le Racing s'est jamais appuyé sur un énorme pack ou une énorme conquête, a toujours su faire la différence grâce à la créativité et parfois un peu de génie derrière.
Là, celui qui a apporté ça, c'était Donald Le Garec en début de saison. Il en a beaucoup apporté. Il a fait un très très gros début de saison, Donald Le Garec. Avec Gibert qui est dans son sillage, les deux, ils se sont parfaitement trouvés. Je pense que la perte de Le Garec est vraiment très importante pour le Racing et fait mal. Max Spring, on en a parlé, n'a pas été honteux contre Bordeaux. Mais Max Spring ne peut pas apporter la créativité ou la vitesse ou le danger qu'amène Le Garec à un poste qui n'est pas le sien. Donc... pour moi, l'absence de Le Garec est préjudiciable, fortement préjudiciable pour le Racing. Mais ça, on le savait avant. Causer ces défaites et cause pour moi ces défaites. Après, toutes les équipes perdent aussi des joueurs. Ce qui met dans son siège plein t'as combien de ressources à des postes clés. Enfin, franchement, le Racing, avec les joueurs qui signent, si c'est l'absence de Le Garec et du coup, il n'y a plus de club et il n'y a plus d'équipe. Après, quand tu regardes. C'est un peu inquiétant pour le projet de Lancaster. Arundel fait quelques bons matchs au début de la saison et après, tu te rends compte qu'il commence à marquer le pas. Naïtouvi, c'est pas encore solidement de Marsan, Naïtouvi. Derrière, du coup, tu es obligé de te remodeler avec Max Spring. Des fois, il y a Donovan Taofenoa qui fait lié arrière. Au centre, ça bouge quand même souvent. Ça bouge tout le temps. Et là, tu récupères Gibert qui, il fait pas un très bon match. Gibert, je sais pas si c'est parce qu'il était un peu hors de forme du fait d'être avec l'équipe de France et que du coup, il fallait qu'il se réadapte au Racing, machin. Bon, en fait, tu as tout le temps un peu de changement et qui n'est pas bénéfique pour toi. Sachant qu'en plus, tu ne domines toujours pas les phases de conquête. On peut dire ce qu'on veut aux chiffres, puisque j'ai vu sur le diffuseur que le Racing avait soi-disant la meilleure mêlée top 14. Je suis désolé, j'ai vu plusieurs matchs du Racing, j'ai jamais vu le Racing franchement rouler sur une équipe en mêlée. Et je les ai plus vus eux en difficulté, et contre Bordeaux, ils ont encore pas été incroyables. Hein. Non, après, ça manque un peu des fois de leader dans cette équipe, quoi. Pourtant, t'as Colissi sur le terrain, t'as des mecs comme ça, et tu te dis. Pareil, Colissi, t'as un droit d'en attendre beaucoup plus dans la saison. Tu vois, pas hier forcément. Non, moi. Mais dans la saison, je veux dire, Colissi doit t'apporter plus. Je m'attendais. Tu t'attendais à pire. Je suis agréablement surpris presque. Hein. Je l'ai vu faire des bons matchs, vraiment, des fois, même contre Toulouse, je crois qu'il fait un bon match aussi. Enfin, je m'attendais pas non plus à ça. Je trouvais qu'il avait un peu de ballon, il avait des cannes, c'était le seul qui était capable des fois de casser des plaquages dans cette équipe-là. Donc c'est qui est surtout mis la guerre au sol. Ouais, voilà, il amène ce côté un peu guerrier au sol, donc c'est pas le. Mais après t'as des joueurs, franchement, ils sont pas là, quoi. Après, je sais pas ce qui se passe au niveau des lancers en touche, mais c'est pareil hier. Après hier c'était un peu des deux côtés, mais l'absence de Woki peut compter, mais oui, ça excuse pas tout. Mais ça a été très très dur. Racing Toulon la semaine prochaine, donc celui-là, il va falloir cher. Le Racing Toulon le dimanche soir à 21h. On le débriefera ensemble ici. Du coup, on va passer aux caisses de la semaine. Comme d'habitude, on en parle tout de suite. Comme d'habitude, on va s'arrêter sur 3 joueurs. Alors, petite subtilité aujourd'hui, on a bien sûr préparé l'émission avant 23h. Melvin Jaminet, pour vous allez un peu être dans les coulisses du Midol, était dans le 15 de la semaine Midi Olympique ce week-end, après son gros match contre Perpignan, jusqu'à 22h20. Et la performance de Brice Dulin. Alors, Melvin Jaminet, on va en parler dans quelques secondes. Il n'est plus dans la semaine middle, mais donc c'est Brice Dulin, mais ça n'empêche pas que Melvin Jaminet a fait un énorme match. On va en parler juste après. Lenny Nouchi, messieurs, parce que Lenny Nouchi, triplé, 49 minutes de jeu à Oyonnax, capitaine montpelliérain, qui est un des visages de ce Montpellier qui gagne, qui regagne et qui enchaîne les victoires. Il est capitaine depuis le match contre le Racing, je crois. Ouais. Il incarne, en tant que capitaine, il incarne la victoire, ce mec, quand même. Il est champion du monde du vin en tant que capitaine. Là, il passe à Montpellier. Montpellier qui gagne au Racing. Qui après, ils font quoi la semaine dernière? Ils gagnent contre Bayonne. Là, ils regagnent contre Oyonnax. Même s'il y a des mecs d'expérience dans cette équipe, Linouchi, t'as l'impression que le mec, il sait assumer les responsabilités. Je suis désolé, je dis pas du tout ça parce qu'il a l'air vieux, mais on dirait qu'il a 40 berges, quoi. Alors qu'il a 20 ans. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il sait tout faire sur le terrain, très franchement. Avancer, même si des fois, c'est même pas en puissance qu'il avance, c'est en intelligence. C'est bien se placer, je trouve. En roulant, il fait souvent sa petite toupie là pour gagner du terrain. Défensivement, je trouve qu'il est vraiment très bon à la pointe du combat. Et il s'est marqué en force, comme il l'a fait à Oyonnax
par 2 fois, je crois. Ouais. Au final, ça fait qu'il incarne ce Montpellier qui regagne et qui fait plaisir. Non, mais c'est cool en plus pour lui, parce que c'est vrai que parmi sa génération du 20, c'était pas forcément le nom qui a le plus brillé ou qui s'est vraiment révélé distingué, le plus, même s'il a été énorme, mais il y a un autre. On a beaucoup parlé de la 3e ligne quand même. Oui, Oui, mais on a retenu au final Gazzotti qui était exceptionnel, même Oscar Gégou, et lui, il y était dans cette 3e ligne, mais c'était pas celui, tout le monde citait Gazzotti, c'est vrai. Et même, ce que je veux dire, c'est qu'après, dans leurs clubs respectifs, d'autres ont brillé beaucoup plus rapidement que lui, quoi. En tout cas, qui étaient sur le devant de l'affiche beaucoup plus vite que lui. Ouais. Et là, c'est cool pour lui qu'il y soit enfin et qu'il soit capitaine, qu'il fasse ce triplé, qu'il sorte vraiment Montpellier, qu'il soit à l'image de ce Montpellier qui revit. C'est vraiment mérité pour lui parce que c'est un super joueur. On l'avait vu à la Coupe du Monde, on l'avait vu avec les U20 et c'est vrai que c'est génial et c'est un joueur d'avenir pour voilà. C'est vrai qu'on a du mal à voir comment il va sortir du 15 de départ. Même c'est vrai qu'il avait une forte concurrence aussi, mine de rien, Montpellier en 8. Oui. Il y a du monde quand même. Et c'est là où il faut reconnaître un énorme courage quand même au staff de Montpellier. Je sais pas qui particulièrement l'a adoubé en tant que capitaine, mais il faut vraiment avoir du courage dans un groupe comme ça où tu as des leaders. On va avoir le flair, on va sentir le leader qui est en lui. Un mec de 20 ans le mettre capitaine, bravo, chapeau. Puis les 4 fantastiques sont en train de réussir leur pari. C'est vrai qu'on avait beaucoup de doutes à leur arrivée, à juste titre, parce que c'est vrai que la saison de Montpellier était hyper galère et qu'autant de personnalités qui arrivent dans un staff, il faut savoir trouver le juste milieu. Et force est de constater qu'ils font du bon boulot et que ça fonctionne bien et que tout le monde est concerné, qu'après avec les joueurs de talent qu'ils ont, mais ils ont redonné confiance à cette équipe. Et voilà, c'est bravo à eux parce que Montpellier va être difficile à jouer sur cette fin de saison, je pense. Et ils peuvent même peut-être viser un peu plus haut que la place où ils sont actuellement. Ça y est, c'est le top 6 Montpellier. Top 6, mais il y a un championnat où c'est tellement... Enfin, franchement, ils sont à 7 points. Hein. Ça joue qui ? Ça joue qui ? Attendez, je vais vous le dire. Parce que je regarde en même temps, je m'excuse, mais je regarde en même temps parce que sur le Castres ou... Ils jouent Bordeaux-Bègles. Ils reçoivent Bordeaux. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu peux clairement les voir enchaîner. Ils sont 12e et ils sont à 7 points du Racing 6e. Voilà. Et donc tu vois, c'est pas énorme. Hein. C'est vraiment faisable. Hein. Bah oui, c'est faisable. S'ils continuent sur une lancée comme ça, après ils ont eu la chance de faire 2 bonnes perfs à l'extérieur et surtout ils enfoncent Oyonnax là en gagnant et franchement, très franchement, les Assam, je vois plus Oyonnax revenir dans la course et ouais, ça va être compliqué. J'ai géré un petit truc là sur le site, mais c'est bon. D'accord. Okay. D'ailleurs, un match qui a donné quand même, qui a été assez spectaculaire pour un match de la peur, tu vois. Oui. Au final, on s'est plutôt régalé. T'avais d'un côté Nouchi, de l'autre Godener, ça se répondait. C'était assez plaisant. C'était un match. Faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Un match qui a été un peu décrit comme le match de la peur, le match où l'enjeu allait prendre le dessus. Il y a eu. Ils ont eu peur de ne pas marquer. Ils voulaient tous marquer ou peur de défendre. C'est comme ceux qui. Ah non, mais c'est pas méchant. Quand il y a beaucoup d'essais, c'est soit tu vantes l'attaque, soit tu vantes les défenses qui ont un peu subi, c'est normal. Messieurs, Melvin Jaminet. Alors non, Nicolas Deporter d'abord, je suis bête, puisque je crois que Théophile, je t'ai fait modifier. Nicolas Deporter, t'inquiète pas. Voilà, les bonnes habitudes de Deporter, c'est-à-dire rouler sur tout le monde à Chabannes-Delmas. Ça fait des mois. Deporter qui épate par étapes. Voilà, le portrait de Yanis Guillaume que vous pouvez lire sur Rugbyrama, le long portrait de Nicolas Deporter. Messieurs... Sois pas modeste. Ne rougis pas Yanis, ne rougis pas. J'ai pas dit qu'il était bien, j'ai dit qu'il était disponible. Il n'y a absolument aucune raison de rougir. Mais lisez-le, il est bien. Vous arrêtez pas au titre. Non, messieurs, Nicolas Deporter, il repousse les limites, il repousse les défenseurs du Racing 92 aussi, mais c'est... Au moment où on parle de qui mettre au centre, l'absence de Jonathan Danty, tout ça, on ne dit pas qu'il sera titulaire au Pays de Galles, mais rien ne l'atteint. Pourquoi il ne sera pas titulaire au Pays de Galles Parce qu'on n'a pas l'information et on ne va pas il va bientôt repousser tous les centres de l'équipe de France pour s'installer. Puis il le fait avec un grand sourire, avec une fraîcheur qui est vraiment sympa. Il est là à chaque fois après ses matchs, parce que c'était pareil après Toulon. J'espère jouer pendant ce 6 nations. On verra la semaine prochaine avec un grand sourire. C'est vrai qu'il est nature peinture, quoi. Il se prend pas la tête. Il se prend pas la tête. Là en plus c'était un match qui était un peu compliqué, première mi-temps un peu compliqué, et il trouve la solution, quoi. Donc même c'était pas un match qui prenait tu vois le parti d'un match où il y a beaucoup d'essais, non, c'était un match cadenassé, difficile. Surtout qu'il a mis 2 essais dans un style complètement différent. Oui, c'est ça. C'est pas trop son style de jeu d'arriver en force comme ça, mais
Il arrive lancé, il voit l'intervalle, il joue sur l'épaule faible du défenseur adverse, il marque en force. Bon, et le second, il est lancé comme un cheval. À Frelon, on dit. Oh. Non, un cheval avec les grandes courses de chevaux. Non. Ça se dit, ça c'est comme un. Je connais l'expression avec Frelon, c'est je la référais pas. Non, mais il est lancé. Non, mais avec ses. Ah, ils m'ont fait perdre ce que je voulais dire. Comme un taureau. Oui, il est lancé par Tatafou et il traverse. Non, mais c'est fou quand même l'essai qu'il met de 80 mètres où t'as l'impression que rien ne peut l'arrêter. Alors, bon, les défenseurs Racing, il y en a qui sont par exemple de tout reproche, peut-être. Mais s'il ne fait pas ça, il va pas au bout. Et c'est quand même énorme sa pointe de vitesse. En fait, je veux dire, il a un mélange de puissance qui ne se voit pas à première vue en fait. Oui. Tu vois, il est puissant. C'est la foulée qui fait ça aussi. Voilà. Oui, il fait 1,94. Mais ouais, mais il est grand. Il est un peu. C'est pas un peu à la Penaud. C'est que tu t'aperçois pas, mais en vrai, ils sont hyper puissants, des mecs comme ça, c'est des gros gabarits, et ils ont un rapport poids-puissance à vitesse, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, les mecs, c'est des joueurs hors normes qui repoussent les limites, qui ont le niveau international, c'est même plus. Après, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il aura en équipe de France, on est certain qu'il aura sa chance à l'équipe de France un jour. La semaine prochaine, on ne sait pas, dans 2 semaines, on ne sait pas non plus, mais il l'aura. Mais c'est clair qu'il a le niveau, en tout cas, il a toutes les qualités pour exploser, même au plus haut niveau, avec le mode de l'équipe de France sur les épaules. Oui, mais de toute façon, vous lirez mon portrait pour en savoir plus sur lui, mais c'est un mec qui a toujours eu ces qualités-là, et il m'a fait perdre ce que je voulais dire. Et moi, il m'impressionne surtout à l'image d'une génération qu'il représente aussi avec Paul Coste au centre, pour ses aptitudes défensives. Je trouve ça incroyable, la technique de plaquage, la justesse de déplacement, le savoir calculer, coulisser, communiquer et exécuter surtout hyper bien. Il fait un 10 sur 10 je crois hier. C'est aussi important, c'est aussi à souligner. Et sa taille pourrait être un défaut. Et lui, il en tourne en avantage, c'est un défaut, puisque aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de joueurs qui se baissent pas. Qui est sa bonne option. Et lui, il arrive à s'en servir pour juste trouver une allonge supplémentaire et aller chercher des mecs. Donc, en plus de ses qualités offensives, tu l'as dit, amené par cette grande foulée qui le fait aller très vite, plus son gabarit qui lui apporte de la puissance, il est quand même très complet et très constant sur toute la saison. Tu le vois pas beaucoup rater de match. Hein. Je pense que le match qu'il rate le plus, c'est à Toulouse, justement, ou à Castres, parce qu'il est 12. Et à Castres, je pense que c'est pas son jeu d'être 12. Et encore, ou alors ne pas le jouer, c'est pas un denti, bien sûr. Et encore, je suis pas sûr qu'il fasse un si mauvais match que ça. Non, mais tu vois qu'il était un peu. Tu vois, en face, il a souffert un peu de la comparaison avec les autres. Alors, ça, c'était dans une équipe qui souffrait. Et tu vois, non, mais c'est un athlète de dingue, parce qu'en plus, sortir l'action qui sort, encore une fois, contre le Racing, il la sort à la 72e minute. Comme l'action qui sort face à Toulon, où c'est la dernière action. Oui. Donc ça montre que le mec, il a quand même 70 minutes dans les pattes. Un match où il a plaqué, comme tu l'as dit, il a beaucoup plaqué. Il a été très bon en défense. Il s'est démêlé, il a fait beaucoup de choses. Et il a encore ces cannes de fou, cette puissance qui dégage dans sa course pour aller au bout et traverser le terrain. Donc ça montre bien aussi que c'est un athlète de ouf. Qui au rugby à 7 serait incroyable aussi, lui, oui. et qui du coup répond présent aussi physiquement et qui est au-dessus des autres physiquement aussi. Quoi. Ouais. Pour le coup, sans aller chercher la pastille, aujourd'hui il mérite complètement sa place en équipe de France, il mérite complètement d'être dans le groupe, si ce n'est pas titulaire, sur le banc, au moins aller gratter une première sélection, aller gratter des minutes, voir comment ça se passe, voir est-ce qu'il peut donner autant en sélection qu'en club. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, à Nicolas Deporter, parce qu'il mérite effectivement, en tout cas il fait tout pour avoir cette première sélection. Messieurs, on va y arriver à Melvin Jaminet. Lui, on va pas se mentir, il a pris un petit coup sur la tête possiblement à l'annonce du groupe des 34 pour préparer le match au Pays de Galles. Parce que Mathieu Jalibert blessé, Thomas Ramos qui devrait monter à l'ouverture, tu pouvais dire qu'il avait peut-être un coup à jouer, ben non, c'est Antoine Astoré qui a été rappelé. Donc c'est un petit coup dur, je pense, pour Melvin Jaminet. Mais il a clairement fait son match référence avec Toulon. Même lui l'a dit après le match. C'est peut-être le match contre Perpignan, il a marqué, il a fait un gros match face au Perche et tout, qui lance véritablement son aventure à Toulon. Alors, il a déjà commencé depuis quelques semaines, bien évidemment, mais c'est possiblement le match qui lance son aventure à Toulon dans son nouveau club, enfin le club dans lequel il est retourné il y a quelques semaines après avoir connu des mois difficiles à Toulouse. Oui, mais c'est... Encore une fois, on est content pour lui, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui doit bien fonctionner avec Toulon. On en a beaucoup parlé, mais on imagine aussi que la pression était forte. Il devait rebondir après un passage un peu mitigé à Toulouse. On en attendait beaucoup à Toulon, le retour de l'enfant, le retour du minot, de tout ça. Donc ça a dû être difficile à digérer.
son déclassement en équipe de France. Bon, tout ça, il faut aussi l'encaisser quand on est un joueur de rugby professionnel, et c'est pas facile. Donc il a vécu peut-être des premières semaines un peu plus difficiles aussi avec la pression, mais là il s'est enfin libéré. Il a porté Toulon vers un succès très important, et on espère qu'il va encore prendre de la confiance sur les prochaines semaines. Et du coup, c'est pas plus mal qu'il reste encore en club avant de retrouver l'équipe de France, ou de retourner tout de suite dans la lumière. C'est bien qu'il travaille en club, qu'il reprenne de la confiance, qu'il porte un peu en plus un club qui parfois est en difficulté cette saison, pour revenir encore plus à son meilleur niveau, et là potentiellement repostuler pour les Bleus, quoi. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'avais un peu chargé sur les réseaux sociaux quand j'avais dit que je pensais qu'il allait plus rapidement se relancer, ce que je pense toujours, mais aujourd'hui, pour avoir regardé un peu, c'est un des matchs que j'ai le plus regardé, Toulon-Perpignan, c'est vraiment le Jaminet qu'on veut voir à Toulon. C'est-à-dire c'était vraiment un match de patron. Je sens qu'il a retrouvé de la vitesse. Ouais, il a retrouvé de la vitesse, c'était un match de patron. Toulon en avait besoin, ils étaient un peu en galère. Et l'essai qu'il met. Son premier avec Toulon. Voilà, son premier avec Toulon. Premier avec Toulon en top 14. Il a marqué à Northampton en Champions Cup. Mais je veux dire, c'est un essai, il met un crochet, mais il est plein d'autorité, l'essai. Tu vois, c'est un essai de mec qui sait ce qu'il veut et qui voulait porter Toulon. Il l'a fait. Il l'avait fait déjà, mais au pied contre La Rochelle. Au pied, souvent, voilà. Plus au pied. Et là, c'est dans le jeu. C'était un match, il a rassuré ses coéquipiers. Il y a eu d'autres joueurs qui ont performé contre Galderan. Mais tu vois, un match de Jaminet, s'il enchaîne comme ça, oui, c'est un match de leader du RCT qui peut porter le RCT jusqu'en fin de saison. Comme quoi, il faut qu'il retrouve Perpignan pour trouver la confiance. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est marrant. Comme quoi, des fois, il y a des petits signes comme ça, mais. Voilà, il était moins bien, on l'a dit. Là, il est bien, on le dit. Vois, ce Jaminet comme ça, la semaine prochaine sur le synthétique au Racing. Oui, il peut être. Oui. Ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts, et je pense que le Racing vont se dire s'il joue, il faut s'en méfier, parce qu'en plus, la Paris Défense Arena, toit fermé, quand il est à 60 mètres, c'est tout droit. Il a un pied incroyable. Il faut juste que ça soit droit. Si c'est droit, ça passe entre les poteaux. Il n'y aura pas un problème de puissance. Après, il faut confirmer aussi. Hein. Oui, il faut confirmer, bien évidemment. Faut confirmer. On lui souhaite. Excuse-moi, si Toulon perd pas la semaine dernière, c'est aussi en partie à cause du jeu au pied de Enzo Hervé et de Melvin Jaminet qui sont fait dominer par Théo Atisogbe et Desperes. Il faut regarder c'est possible. Oui, alors j'espère pour Jaminet et j'espère pour Toulon, mais il faut confirmer. Messieurs, on passe au MVP de la semaine, la grande mêlée. On en a déjà parlé. Il joue au Stade Français. Il joue 3e ligne. Il a roulé sur la défense de Pau. C'est Sekou Makalo, on en parle tout de suite. Sekou Makalo, sur sa planète, bien évidemment. 2 essais, 2 franchissements, 6 plaquages cassés, 14 plaquages pour un seul manqué. En seulement, et je trouve que c'est le plus fou, 5 courses. C'est dingue. Donc, 6 défenseurs battus en 5 courses. Donc, une moyenne de plus d'un défenseur battu par course. Un doublé, c'est quand même hallucinant. Alors, il a pris 2 pénalités contre lui. On a envie de dire, il aurait dépassé les 100 points. Parce qu'il est à 93,5. C'est quand même fou. Sekou Makalo, qui prouve rapidement, messieurs, Makalo, on n'a pas vu Stade Français, que c'est un des plus grands athlètes du top 14. C'était le plus grand athlète. On va dire, de par son poste, les qualités qu'il a, qui pourrait jouer, on l'a vu avec l'équipe de France à l'aile. Quand il se déploie, quand il enchaîne les foulées, c'est quasiment inarrêtable. Quand il a envie, il sait la lecture qu'il faut avoir pour marquer des essais, il sait où se placer, et à l'image de son 2e essai à la fin. Alors qu'on se disait pourquoi le Stade Français rend le ballon, il ne rend pas le ballon, en fait il faut une passe au pied à Makalo qui arrive à 200 à l'heure et qui devance toute la défense de Pau pour aller marquer. C'est très fort. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une soirée un peu spéciale 7. Je suis presque déçu de ne pas le voir avec l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'il serait incroyable aussi, quoi. Il serait incroyable parce qu'il a ces qualités-là de athlétique, de vitesse, il sait tout faire sur un terrain de rugby. Il sait tout faire. Il l'avait déjà montré en équipe de France aussi en rentrant à l'aile. Il a aussi un jeu au pied. Il a tout. Et c'est vrai que là, on pouvait peut-être lui reprocher ces dernières semaines de ne pas être le patron que le Stade Français attendait. Et en tout cas, là, depuis 2-3 matchs, il montre que le Stade Français a vraiment son patron, c'est lui.
et il l'a encore une fois prouvé. Donc il est en forme internationale. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus que voilà, il mériterait aussi lui d'être en bleu, quoi, parce que sur ses performances, voilà, il est au-dessus du lot. Et avec le sourire en plus. Ouais, mais oui, ça fait partie de ces joueurs. Tu parles de rugby à 7 parce que ce sont des joueurs qui ont la vitesse et la puissance. C'est ça. C'est ce cas Antoine Dupont. Alors on compare pas du tout, hein, mais voilà, ce sont des joueurs comme ça, comme des Damien Penaud, comme des mecs comme ça que tu te dis, oui, d'un rugby à 7, ça peut faire très très mal. Ouais, c'est vrai, mais en plus, tu vois, contrairement peut-être à Penaud, mais en défense, Macalou, c'est un très bon défenseur. Il est troisième ligne, il est complet, vraiment complet. Donc voilà, le Stade Français profite de son état de forme énorme. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Voilà, il a bien raison. Je suis très content. Non, je dis pas qu'ils sont contents qu'ils soient pas en équipe de France, mais en tout cas, ils en profitent. Ouais, non, si tu veux toujours le meilleur pour ton joueur, je pense quand même. Donc je pense qu'il aimerait qu'il brille sous le maillot bleu. Mais en tout cas, ils en profitent et ça permet à Paris d'être premier. Voilà, donc Sékou Macalou, 93 points, c'est pas rien, ça régale un peu. Vous l'aviez ? Non. J'ai oublié de faire l'équipe. Moi aussi. Ah ok, sympa. Il y a des mecs qui jouent à côté. Ouais, Théophile là, moi aussi je l'avais. 93, et j'ai même dédicace à Romain Lafont qui l'avait capitaine quand même. Donc 93 x 2, ça va vite. Hein. Après, il faut pas non plus se braiser, avoir mis Macalou à l'anglais, quoi. C'est quand même un des joueurs que il y en a qui l'ont pas mis. Il y en a qui l'ont pas mis. Voilà. Il y en a qui l'ont pas mis, écoute, qu'est-ce que je te dis moi, j'ai pas mis Kassim. Kassim, il a roulé sur Lyon. Ben voilà. On peut pas tout le monde. C'est comme une équipe de France, on peut pas mettre tout le monde. Lyon donc. Pardon ? Lyon. Bah Lyon, oui. Il y a Y, c'est pour ça. Messieurs, yeux bleus. Les yeux bleus, on en parle tout de suite avec de l'actualité, le Pays de Galles. Dans une semaine. Il m'a coupé, c'est-à-dire Flamand Méafou, Léo Barré, il y a quelques sujets sur la table. Bon, il m'a coupé, il veut plus que je parle. Non mais messieurs, la deuxième ligne française n'a pas forcément convaincu depuis le début du tournoi. Pozzolo Tulali a fait un gros match contre l'Italie, mais dans un match qu'on se souviendra plus pour le match nul des Bleus que pour sa performance, malheureusement pour le Catalan. Thibaut Flamand et Emmanuel Méafou ont fait leur retour à la compétition. Méafou était titulaire face à Castres, Flamand était sur le banc. Bon, les deux ont fait un très bon match. Méafou a fait du Méafou. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'il n'était jamais parti, qu'il n'avait jamais été blessé. Ces messieurs, ils doivent être dans le 8 de devant français contre le Pays de Galles. La deuxième ligne, Flamand Méafou, c'est difficile de s'en passer. C'est difficile de s'en passer. Après, j'ai pas non plus envie qu'un Toulali sorte du groupe. Je trouve qu'il ne mérite pas de sortir, en tout cas sur ses performances. Donc à voir si tu laisses un Toulali sur le banc ou tu mets Méafou sur le banc, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que Toulali mérite quand même de rester avec ce qu'il a montré en bleu avec son jeune âge. Peut-être sortir un Tao, je sais pas comment ils veulent faire. Mais Méafou, bien sûr, qui fait du Méafou, comme tu l'as dit, a l'impression qu'il a toujours été, qu'il a jamais été blessé. Il prend le ballon, il y en a 3 qui sont sur lui, bon, ils n'arrivent pas à le plaquer. Il est très important, il est complet, il peut faire que du bien à cette équipe de France qui parfois manque de gros porteurs depuis ce début du tournoi, ou en tout cas des porteurs qui gagnent les duels, donc qui peuvent faire que du bien. Et Flamand, c'est un style de jeu qui manque, je pense, aussi à l'équipe de France, et qui lui peut aussi faire énormément de bien. On se souvient du tournoi de l'année dernière, c'était sans doute le meilleur français sur tout le tournoi, je trouve, en 2023. Et il a beaucoup manqué au bleu. Alors c'est pas le joueur, le star, tu vois, qu'on met en avant en absent parmi les premiers, mais je trouve que l'absence de Flamand est beaucoup dans les mauvais résultats actuels de l'équipe de France. Donc je suis assez d'accord avec Paul. Mais Flamand est quand même très complet comme joueur. Il va nous apporter en touche, mais aussi il a de la puissance, hein, parce qu'on a tendance à le sous-évaluer sur ça. Et des mains. Et il a de la puissance, et oui, des mains, de la vitesse. Enfin, il a beaucoup de choses pour en deuxième ligne. Et Méafou, alors je suis d'accord avec toi, tu l'as dit, il fait une bonne performance dans l'Italie. Il a prouvé qu'il méritait d'être là. Il avait le niveau international, largement. Je trouve quand même que Méafou a plus de caisse. Alors ça va dépendre de leur niveau physique, même aux deux. Quand même ils reviennent de blessures et de quelques semaines de blessures, donc il faut reprendre le rythme, il faut être sûr de pouvoir tenir un match international, surtout au Pays de Galles, mais c'est sûr que dans sa forme globale, je pense que Méafou est plus intéressant sur un terrain aujourd'hui. Tu peux avoir les deux. Tu l'as dit, Méafou, à un moment il faut aussi des mecs qui sautent en touche, hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux. Ah oui, mais Tulagi pour moi mérite d'être sur le banc. Oui, ah, voilà. oui. Je te parle. Tulagi mérite d'être sur le banc. Moi, je te parle dans le 15 de départ. Non, parce que dans le 15 de départ, oui. Oui, non, Tulagi mérite d'être sur le banc. Mais à fou, si aujourd'hui il est vraiment en forme, t'apportes un truc supplémentaire, une âme de tueur, un mec qui va marquer des essais. Quand même assez important puisque tu l'envoies à 5 de la ligne, t'es sûr qu'il fait essai en fait. Il a encore fait contre Castres en fait, tu l'envoies, essai, et je trouve qu'il tiendrait plus l'intensité d'un match international, en tout cas une plus grosse partie de ce match. Donc Meafou titulaire, Meafou titulaire et Flamand aussi, mais ça dépend de leur forme encore une fois physique. Bah, ils ont montré qu'ils avaient. Ouais, ils ont montré qu'ils étaient pas mal. Et Flamand a rassuré. Ouais, mais il sortait du banc Flamand. Ouais, mais il a quand même joué demi-heure. C'est pas rien, il a pas joué un quart d'heure quoi. Je te dirais exactement combien il a joué, mais il a joué pas mal quand même. Après Flamand, l'avoir sur le banc, ça peut être. Flamand, 36 minutes. Ça peut être une bonne solution aussi. C'est quand même pas mal. Ouais, mais ça veut dire que tu sacrifies qui sur. Non, parce que pour moi, si tu mets Flamand sur le banc, ça veut dire que tu sacrifies Tulagi. Hein. Ben non, parce que Flamand, tu fais deuxième, troisième. Oui, tu peux te faire deuxième, troisième ligne. Ouais. Tu sacrifies. Mais oui, après, non, moi je pense que tu pourras pas avoir. C'est Roumat qui est sacrifié. Non, mais tu pourras pas avoir. Peut-être, oui. Moi je pense que tu pourras pas avoir Meafou, Romain Tao et Tulagi dans les 23. Il faudra 2 des 3. Oui, voilà, pour moi ça doit être Meafou et Tulagi. Oui, voilà, sur ce qu'ils ont montré, sur il y a eu cette infection à la jambe pour Tao. Voilà, est-ce qu'il a retrouvé bien le rythme? Moi j'ai peur pour Woki. Hein. Ouais, moi j'ai peur pour Woki parce que si tu fais 6-2, 3 piliers, c'est pareil, bah, pour moi, si sur le banc c'est Roumat, Tulagi et Boudéan, ça me surprend pas parce que Roumat il le considère comme un 4. Oui, c'est vrai. Et Roumat, le fait qu'il ait été protégé ce week-end, ça veut quand même dire qu'il est monté dans la hiérarchie parce qu'il y a 2 semaines il n'y était pas. Il avait été protégé par le staff toulousain qu'il n'avait pas fait rentrer contre Oyo et du coup il avait été remplaçant contre l'Italie et en Écosse. Mais sinon. Tu mets Flamand titulaire alors? Oui. Ouais, mais du coup, après j'ai Woki couvre aussi deuxième et troisième ligne. Tout comme. Oui, mais alors Woki, ouais, il a quand même pas. Tu vois, avec le ballon, Woki, il a fait du bien en touche, mais avec le ballon, il a quand même pas assez montré. Je trouve que le crédit, le fait qu'il sort de plus en plus tôt dans les matchs, j'ai pas l'impression qu'il ait marqué des points. Après, Flamand, tu peux avoir quand même cette petite incertitude parce qu'il a joué qu'une demi-heure. Et tu te dis, jouer au moins 60 minutes, un match international. C'est presque pour celui où je suis le moins inquiet parce que lui, il a déjà l'expérience à l'équipe de France, le staff le connaît déjà parfaitement. Tu vois, mais à foot, t'as le truc, ça va être sa première sélection, donc il faut quand même qu'il soit à 100% et tout, même si le talent n'attend pas. Je m'inquiète pas. Non, moi non plus. Il y en a qui s'inquiétaient pour Antoine Dupont à 7, on le rappelle, donc on va pas s'inquiéter quand il faut pas. C'est parce qu'en finale. Après, il faut qu'il s'adapte, parce qu'après, le cardio. Ok, bon. Messieurs, rapidement aussi, c'est un peu une info un peu midi olympique. Totalement. Midi olympique, totalement, je sais pas pourquoi je dis un peu. Léo Barré tiendrait la corde, on va utiliser le conditionnel quand même, tiendrait la corde pour porter le numéro 15 au Pays de Galles, à Cardiff, sur la pelouse du Principality Stadium. Est-ce que c'est surprenant ou est-ce que, comme Thomas Ramos va monter en 10, c'est le premier arrière qui suit pour l'instant dans la hiérarchie du staff et aussi parce qu'il fait un début de saison de fou. Donc est-ce que c'est excitant de voir Léo Barré dans le 15 de départ français? C'est excitant mais c'est surprenant. J'avoue que je m'attendais pas forcément à voir Léo Barré ici. Je suis content pour lui, qui fait un très bon début de saison, qui a cette particularité de pouvoir jouer quand même en 10 au centre ou à l'arrière. Donc là, il se trouve que c'est à l'arrière qui va être utilisé. Il fait une tête bizarre. Mais... pour être plus sérieux, c'est un mec qui mérite. Il a beaucoup de qualités. On a beaucoup parlé de lui récemment, l'année dernière, mais il était très irrégulier. Et là, il arrive à trouver un peu de constance. Et je pense que s'il est titulaire, c'est qu'il a aussi dû bien prouver aux entraînements, notamment aux fameux entraînements à haute intensité, séance à haute intensité. Donc, content pour lui. Mais moi, j'imaginais plutôt un Biel Barré derrière, avec conserver Lebel et Penaud. Il se trouve que non. Donc, c'est qu'il a dû montrer de très belles choses et qu'il doit être très en forme. Oui. Ah, il est brésilien. Il va. Non, mais en fait, ok, il fait un très bon début de saison, c'est un joueur d'avenir, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que il y a des joueurs des jeunes qui font des débuts de saison de ouf, ils n'ont pas leur chance. Ouais, mais c'est incomparable. Oui, voilà, la polyvalence. C'est pas la polyvalence, c'est qu'il n'y a pas la concurrence. C'est pas la même concurrence en arrière. 10-12-15, c'est trop intéressant. Tu vas comparer la concurrence en 13 où t'as Ficou qui est peut-être un des 3 mecs que je pense que le staff le met dans les 3 mecs les premiers. Oula, je sais pas comment le dire. Voilà, les 3 premiers mecs qui marquaient sur la feuille de match de la part du staff parce que l'expérience, parce que tout ça. C'est pour ça que, imagine,
De Porter aujourd'hui, il est passé dans Gaëton. Tu sais ce qu'on devrait dire de Gaëton en équipe de France avec tout ce qu'il fait. C'est juste qu'à l'arrière, Léo Barré, aujourd'hui, la concurrence, elle est beaucoup moins féroce. Surtout quand t'as Thomas Ramos qui est obligé de monter un 10. Surtout qu'apparemment, du coup, ils ont décidé vraiment d'installer Biel Barré à l'aile vraiment pure. Non, je sais pas, mais c'était des fois sur la justification. Poussoulagui, il doit même pas être dans les 23. Il doit même pas être dans les 23 qu'on ira. Du vécu commun, du vécu collectif aussi pour maintenir des joueurs à leur poste. Et là, du coup, on balance Léo Barré en 15, qui a aucune expérience. Bon, c'est un choix fort. Non, il faut faire des choix. Oui, on reprochait à Galtier de jamais tenter les trucs. Pour une fois qu'il le tente, moi je suis là. Ok, cool. Il tenterait. Oui, tenterait, oui. C'est que voilà, t'avais des solutions. Je trouve que des fois, t'as peut-être une petite absence. Moi, je comprends pas tout. C'est qui du coup ta solution ? Non, mais je comprends pas tout en fait. T'as des mecs que t'as amenés à la Coupe du Monde qui ont un vécu en équipe de France. Bon, bah voilà. Et qui Dulin du coup ? Non, pas forcément Dulin, mais pourquoi tu ramènes. Mais non, pas Dulin, mais pourquoi tu fais pas jouer Astoy ? Pourquoi tu fais pas jouer Astoy ? Jaminet, du coup ? Non, mais tu peux faire jouer Astoy en 10, laisser Ramos, qui est quand même un de tes cadres, à son meilleur poste. Je suis désolé, mais quand il est passé en 10 en équipe de France depuis le début du tournoi, il n'a pas été non plus le meilleur joueur sur le terrain. Alors c'était compliqué, sur l'équipe de France, c'était pas à son top, mais quand même, il n'a pas non plus fait la différence. Donc tu peux aussi le laisser en 15, parce que c'est un de tes meilleurs joueurs et le laisser à son poste. Faire revenir Astoy, qui a déjà plusieurs matchs en équipe de France, qui connaît bien le groupe. Je trouve ça beaucoup moins utile de foutre Astoy et après savoir qu'Astoy restera numéro 3 au mieux chez les 10 Français dans sa carrière parce qu'il est né dans une génération où devant lui il y a Jalibert et Ntamak. Donc tu vois, tu te dis Léo Barré, c'est le principe aussi d'avoir une hiérarchie en fait. Si le numéro 1 et le numéro 2 sont pétés, bah tu fais jouer le numéro 3 quoi. Mais le numéro 3 c'est Thomas Ramos. Ouais, voilà, et donc voilà, et tu mets un mec qui a zéro, voilà, un mec qui a jamais fait de grands matchs européens ou de rencontres comme ça titulaire numéro 3. Mais du coup, il a joué quoi Nicolas Deporter aussi face à l'Uruguay. Tu me parles d'un match de l'Uruguay où tout le monde était nul. Il s'est raté. Je suis d'accord, il s'est raté, mais quand on parle il a quand même fait. Il revient fort là. Il a quoi Nicolas Deporter du coup si on va parler en termes d'expérience ? Bon, les mecs ils ont 20 balais, il peut pas arriver avec 100 matchs dans les bagages, tu vois. Non mais ok, sauf que Nicolas Deporter ça fait des mois et là qui continue en ce moment à briller. Léo Barré là il fait les allers-retours à Marseille. Je trouve que on dit à Galtier qu'il faut changer les choses, et là, au moment où il change les choses, on dit ouais, mais ils ont pas l'expérience. On peut pas dire ça. Non, surtout que, Astoy, je suis désolé, là, il revient bien très récemment, mais sinon, avec l'équipe de France, à part en Australie, mais c'était il y a 2 ans, il a pas non plus été brillant contre l'Uruguay. Il a fait la Coupe du Monde, il était là. Il a fait la Coupe du Monde, il a pas été brillant. Et il est quand même en rude concurrence avec Reus, qui a failli lui passer devant il y a quelques mois. C'est compliqué aujourd'hui de donner plein pouvoir à Antoine Astoy. En fait, il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit en mode il faut pas faire jouer les jeunes parce qu'ils ont pas d'expérience. Je dis juste que il y a des postes où tu as des leaders qui sont les meilleurs. Du coup, par exemple, si Ficou était meilleur, je dirais pas forcément qu'il faut faire jouer De Porter, tu vois. C'est juste que en 15, j'aurais gardé Ramos parce que c'est son poste de prédilection et j'aurais pas touché ça en fait. Parce que l'équipe de France est déjà fragile, donc j'aurais pas forcément touché un des meilleurs joueurs français qui doit être dans les meilleures dispositions pour faire briller les Bleus. C'est juste ça, ça n'a rien à voir avec Léo Barré qui est jeune et qui a beaucoup de talent. C'est juste que voilà, c'est à d'autres postes où tu as des joueurs, des jeunes qui sont énormes en ce moment, où les titulaires sont pas au mieux, par exemple Ficou ou Danty, où là j'aurais fait des changements. Mais en 15, c'est pour ça que j'aurais adapté plutôt l'équipe. Mais c'est un choix c'est un choix pris et il faut aussi mettre en avant le très bon début de saison de Barry, c'est tout. Oui, parce que c'est vrai que Barry nous a un peu régalé quand même. Français. C'est de 100 mètres là aussi. D'Akouaka, du coup, il a pris exemple. Il a voulu se venger. Oui, mais du coup, on verra la composition annoncée vendredi prochain. Pour ceux qui le savent pas, le match dimanche à 16h. Comme contre l'Italie, on espère un autre résultat. Et on imagine que ce sera plus compliqué sur le papier quand même. On est un peu moins serein sur ce match qu'on l'était avant le France-Italie. C'est jamais facile de gagner au Millennium. Hein. Non, mais bon, c'est jamais facile. C'est pas non plus. Non, mais après, regarde. C'est pas la Lux 2015. Hein. Oui, non, mais t'as tendance. Oui, mais tu vois, t'as la même stratégie que nous contre l'Irlande. Heureusement que t'es pas manager de l'équipe de France. Pourquoi ? Je trouve que t'as la même stratégie, tu vois, on minimise un peu la mauvaise période et tout. Non, on est une équipe qui est en crise de résultats, en crise, qui a vécu des gros trucs. Donc, il faut prendre ce match très au sérieux. Non, mais le prendre sérieux. Ok, mais je suis. Avec humilité. Il y a une époque où même si tous tes joueurs étaient à leur meilleur niveau, ils étaient moins forts que si tous les joueurs gallois étaient à leur meilleur niveau.
niveau. Oui. Là, tu te dis que si tes cadres, ils font le match qu'il faut, les cadres gallois, ils vont en prendre 30, quoi. Comme les Écossais sont arrivés, il y avait 27-0 à l'heure de jeu. Alors oui, il y a eu l'exploit gallois, au final, ils ont quand même perdu. Moi, quand je vois ce qui est devenu le Pays de Galles, c'est qu'on les applaudit quand ils en prennent 30 en Irlande. On m'a dit qu'ils avaient fait un gros match. J'avoue, j'ai pas eu la chance de regarder le match. L'année dernière, le France-Pays de Galles, on s'en rappelle même plus. Parce que c'était le pire match du tournoi. Parce que la France, elle a mis 40 à une équipe galloise qui maintenant, aujourd'hui, on n'en parle même plus. Je suis d'accord, mais on a des joueurs qui sont un peu qui manquent de confiance. On a des mecs au centre qui ont signé en Pro 2 déjà. Non, mais oui, mais il y a des mecs qui sont en manque de confiance. Donc on imagine bien l'atmosphère qu'ils vont mettre dans le stade. Et il va falloir bien gérer ça sérieusement. Oui, non, mais bien sûr que oui. Et pas laisser cette jeunesse. Eux, ils vont rentrer sur le terrain en disant on n'a rien à perdre. Bien évidemment. Qui viennent faire ça me chagrinerait quand même de voir que l'Écosse mène 27-0 au bout d'une heure de jeu contre ces Gallois. Certes, c'était peut-être le premier match du tournoi, mais quand même. On a dénigré l'Italie, bon. Hein, match nul. On a dénigré l'Italie. Oui, voilà, c'est ça. Ah, mais oui, clairement. Non, mais je suis d'accord. Mais là, déjà, tu vois, t'as Aldrit qui va revenir. Donc, déjà, ça va changer quelque chose. Et puis, on l'a dit, mais à fou, Flamand. Oui, voilà. C'est des retours. Mais à fou, Flamand. Enfin, oui, il y en a des bonnes nouvelles. Hâte de voir. Hâte de voir la composition vendredi, match le dimanche. On sera là, bien sûr, pour débriefer le match et après. Baptême du feu pour Léo Barré, c'est vrai. Possible, ouais, parce que là, c'est vrai qu'envoyer. Mais bon, on verra. En tout cas, l'officialisation arrivera vendredi. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci à toi, Paul. Et on sera pas en direct à 3h30. Pour ceux qui regardent, ne vous inquiétez pas. On vous laisse regarder le match tranquillement. Vous avez le temps de faire une petite sieste là. Ah oui, après, vous mettez le réveil dans 2 heures. là, faut pas oublier. Merci Théophile en régie. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. T'allais dire merci à la rédaction. Merci à la rédaction. Ouais, ben merci. On est là. La rédaction est là. Merci à tous. À la semaine prochaine pour Live la Grande Mêlée et du coup le débrief. Il y a les Bleus ce soir cette nuit. Il y a les Bleus, bien évidemment. On espère la médaille d'or. Ce serait énorme quand même. Vous deux. Donc voilà, merci à tous. Ciao, ciao.